Super. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme la dernière fois, je vais être en visio avec la personne que je décide d'interviewer, puisque de nos emplois du temps font qu'on ne peut pas forcément se rejoindre en vrai. Et pour les deux trois du fond qui ne le connaîtraient pas, je vous présente Stéphane Brisé, qui est un réalisateur très très connu. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les deux trois du fond qui n'ont pas suivi? Me présenter, Stéphane Brisé, réalisateur, plus très jeune, si j'essaye de le rester. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, là en mars, fin mars, il y a mon prochain film qui sort, qui s'appelle Hors saison. C'est mon 10e long métrage. Il y en a eu, quelques-uns dont on a un peu pas mal parlé précédemment. C'était 3 films sociaux: La loi du marché, En guerre, Un autre monde. J'ai tourné plusieurs films, 5 films avec Vincent Lindon, où il avait eu le prix d'interprétation à Cannes avec La loi du marché. Et le prochain film est avec Guillaume Canet et une actrice italienne qui s'appelle Alba Rohrwacher et qui se passe en Bretagne. C'est un cadre magnifique pour un film. Moi, je suis peut-être pas très objective. Et alors, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu votre parcours du moment, on va dire, où vous avez fini vos études, au moment où vous êtes dit: «Tiens, je vais faire du cinéma»? Alors moi, j'ai fait des études d'électronique, en fait, ce qui n'a rien à voir. Alors les études d'électronique, c'est comme toutes les études, ça mène à tout, mais à condition d'en sortir. Euh, j'ai eu mon DUT d'électronique à 19 ans, donc bac+2. Et puis, je ne lisais pas de livres, je ne voyais pas de films. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, à 20 ans, j'ai lu les 5 livres qu'on lit à l'école, les, euh, les Faubourgs de Scapin, Le Rouge et le Noir, enfin les quelques livres qu'on nous oblige à lire, que je lisais à reculons de toute façon. J'avais pas une grande passion pour ça. Je ne voyais pas de films non plus. J'étais pas spécialement un matheux non plus. J'étais plutôt pas mauvais d'ailleurs en français, en anglais, dans toutes ces matières-là. Mais je suivais une voie qui était celle certainement dont voilà, j'avais reçu l'information quelque part que c'était une voie qui permettait d'avoir du travail. Moi, je suis issu d'un milieu modeste. Donc, il y avait cette espèce d'injonction quand même de travail, d'avoir du travail en fait, de pas peser sur mes parents en fait. Voilà. Donc, en fait, moi, après, à la fin de mon IUT, je fais un stage en fait à la télévision, à France 3, à FR3 à l'époque, ça s'appelait France 3 maintenant, à Rennes, parce que je suis originaire de Rennes. Et puis, à la fin de ce stage, je frappe à une porte au bon moment pour dire au revoir. On me dit: est-ce que vous voulez travailler est-ce que vous êtes libre lundi prochain? Bah ouais, je m'inscrivais au chômage le lundi suivant. Donc, finalement, j'ai travaillé à la télé, mais j'étais technicien là en fait. Et on est très 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 loin de commencer à faire des films, mais j'étais dans un monde qui me plaisait bien. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an à la télévision, à FR3, à France 3. Et puis après, j'ai fait quelque chose d'assez saugrenu, c'est que j'ai pris un billet de train pour Paris, alors que j'avais jamais mis les pieds à Paris, pour m'inscrire dans un cours de théâtre. Et là, alors entre-temps, pendant cette année, j'ai commencé à voir des films. Il y avait une appétence en fait qui est née pour les films, pour les livres aussi, et surtout pour les films. Et je suis allé m'inscrire dans un cours de théâtre. Et c'était assez saugrenu. Bon, alors j'étais quelqu'un qui aimait bien faire le con, en fait. Comme j'étais plutôt bon élève, en fait, on accepte plutôt pas mal, on donne pas mal la possibilité aux bons élèves de faire un peu le con, gentiment le con, quoi, de faire marrer les autres. Mmh. Et ce qui peut sembler bizarre quand on voit mes films après, parce que c'est pas forcément des films hyper drôles, bien que le dernier est drôle. Il y a beaucoup de drôlerie dans le dernier. Donc j'ai reconnecté avec ça. Et, euh, et puis, dans ces cours de théâtre qui ont duré 3 ans, en fait, ce qui était super, en fait, c'était d'abord de rencontrer des gens qui avaient une envie comme moi, la même envie que moi. Mmh mh. Alors, je me suis assez vite rendu compte que jouer n'était pas ce qui m'intéressait le plus, mais c'était plutôt de mettre en scène. Alors, en ce moment-là, dans le sein du cours, j'ai mis en scène plusieurs pièces. Étrangement, c'était toutes des adaptations de films, notamment de Bertrand Blier. Et puis, je me suis jamais posé la question de la légitimité de mettre en scène, mais de jouer, je me sentais pas forcément
c'est pas à l'aise, mais très légitime à le faire. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que mettre en scène des pièces de théâtre m'intéressait assez peu. En fait, j'ai pas de vision de théâtre. Et puis je me suis mis à écrire dans mon coin, tout seul, des choses. Il y a des choses qui ressemblaient à des films. Alors je commençais à en voir pas mal, mais c'était très intuitif. J'ai pas fait d'école. Alors j'ai tenté les écoles, j'ai tenté la FEMIS. On n'a pas voulu de moi. J'ai tenté toutes les écoles. J'ai passé tous les concours des écoles de théâtre, du conservatoire de Strasbourg à l'époque. J'ai tout tenté, on m'a refusé partout. Et dans l'école de cinéma la plus prestigieuse aussi, la FEMIS. Et donc, en fait, j'ai fait dans mon coin. En fait, j'ai commencé à écrire des choses et puis je les ai envoyées par la poste et puis on m'a répondu. Et puis voilà, donc j'ai fait un premier court-métrage en 93 qui avait eu le Grand Prix à Cognac, Festival du film policier, alors que c'était pas vraiment un film policier, mais il y avait une contractuelle dedans. Et puis après, j'ai fait un deuxième court-métrage, plus long, un moyen-métrage, qui a raflé beaucoup de prix en fait dans les festivals. Donc ça, c'était agréable pour prendre un peu confiance dans ce geste de cette intuition de cinéma. Et puis assez rapidement après, j'ai écrit mon premier long. Et puis voilà, j'ai tourné en 98, il est sorti en 99. Et donc, c'était parti comme ça. Et puis, les choses se sont enchaînées plus ou moins aisément. Mais voilà, entre 99 et aujourd'hui, j'ai fait 10 longs métrages. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, entre le moment où vous avez l'idée du film et le moment où il sort en salle, il se passe à peu près combien de temps? Ça dépend parce que j'ai eu des films comme La loi du marché ou En guerre. En fait, les choses se sont faites en, en minimum 16 mois. La D'accord. loi du marché, c'est plus rapide, 16 mois. Écriture, tournage, montage. Et puis on était à Cannes en compétition officielle. 16 mois. En guerre, ça doit être 18 mois. Mais une vie, là, j'ai adapté le roman de Maupassant. Donc, comme vous Mmh. êtes une chaîne YouTube de livres, euh, j'ai fait 2 adaptations de livres. J'ai fait une adaptation de Maupassant, qui s'appelle Une vie, son Mmh. premier roman. Et j'ai fait une adaptation d'un bouquin qui s'appelle Mademoiselle Chambon, d'Éric Holder. Mmh. Et Une vie, entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où le film est sorti, il s'est passé 5 ans. Alors, D'accord. dans ces 5 ans, j'ai fait la loi du marché. Donc, en fait, c'est pas vraiment 5 ans, parce que pendant 1 an et Mmh. demi, j'ai été pris, donc on va dire 3 ans et demi. Mais ça s'est étalé sur 5 ans, Mmh. parce que c'était long à faire, à écrire. Il fallait le temps de trouver l'argent. Mmh. Donc, c'est pas 5 ans de travail tous les jours dessus, puisqu'il y a pendant que je faisais la loi du marché, pendant cette année et demie où j'ai écrit, tourné et fabriqué la loi du marché, j'ai pas du tout touché le scénario d'Une vie. Par contre, j'ai enchaîné le tournage d'Une vie après, puisque pendant que la loi du marché se fabriquait, on avait trouvé le budget d'Une vie, qui était les films d'époque, c'est toujours un petit peu plus cher. Donc voilà, c'est pas des films très très chers non plus, mais généralement, il me faut entre 9 et 12 mois. Il faut 9 mois généralement, c'est le temps d'une grossesse, pour écrire le scénario qui commence à circuler. Après, je continue de le travailler pendant 3 mois, donc à peu près 1 an, je dirais, d'écriture. Et puis après, le temps de trouver l'argent. Donc avant, ça prenait parfois un peu plus de temps. Maintenant, ça peut se faire un peu plus rapidement. Donc voilà, tout ça peut se faire en. Alors, le temps de la préparation du film, c'est plusieurs mois. Le temps de tournage, c'est jamais très long. Un tournage, c'est au maximum, c'est 7-8 semaines. J'ai fait des films en beaucoup moins longtemps. Je Et voyais ça puis, plus long. comment? Je voyais ça plus long comme temps de tournage. Non, les tournages, en fait, de toute la fabrication d'un film, c'est ce qui est le plus rapide, le tournage, en fait. Moi, j'ai fait D'accord. des films, La loi du marché, je l'ai fait en 21 jours, c'est-à-dire en 4 semaines. 4 fois 5, 20, on tourne 5 jours par semaine. Euh, En guerre, 23 jours, Un autre monde, 25 jours. Et là, hors saison, que je viens de tourner, Mmh. 35 jours. Mais parce qu'il y avait beaucoup plus de décors, Oui. des décors en extérieur aussi, ça peut prendre plus de temps. On était sur la côte sauvage vers Quiberon. Ça prend plus de temps, il faut déplacer toute l'équipe. Tout ça peut prendre un peu plus de temps. Donc 35 jours. Mais D'accord. et le plus que j'ai eu, c'était 50 jours sur Une vie.
et qu'on a découpé en 3 parties de tournage, puisqu'il fallait tourner l'été, l'automne et l'hiver. Il fallait toutes les saisons. Donc le tournage s'est déroulé en 3 périodes, entre septembre et janvier. On a eu comme ça les 3 saisons, la fin de l'été, l'automne et le début de l'hiver. Et enfin, en tout cas, une météo d'hiver. Et là, 50 jours. Voilà, ça dépend du projet, en fait, ça dépend de ce qu'on a tourné. Ça reste quand même relativement court par rapport au tout le temps entre le moment où vous écrivez et le Ah moment bah où oui, ça reste quand même le plus court. c'est le plus court. Le temps de préparation peut être assez long. Moi, je prends beaucoup de temps pour chercher les acteurs, plusieurs mois. Et la préparation, c'est aussi faire les repérages, trouver les décors. Et puis ensuite, la post-production, c'est, je dirais, ces derniers films, c'était à peu près 17 semaines de montage images. Ensuite, il y a, je ne sais pas, 8 semaines de montage son. Et puis 3 semaines de mixage du film où on mélange les sons. Et puis il faut encore 2 semaines pour étalonner le film. Alors certaines, donc vous voyez, ça se déroule sur longtemps, et certaines de ces choses peuvent se faire un peu conjointement, on peut les superposer un peu des fois. Donc quand on mixe, on peut ne pas encore avoir fait complètement l'étalonnage, donc il y a des choses qui se superposent quand même. D'accord. Mais en tout cas, c'est la partie. Oui. C'est très long, effectivement. Fabriquer un film, c'est très long. Encore, je voyais ça plus long, donc et du coup, vous parlez du choix des acteurs, vous prenez du temps à les choisir. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir un acteur plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est pour ce qu'ils sont ou le message qu'ils pourraient faire passer plutôt? Le message, je ne comprends pas la question. Enfin, est-ce que c'est pour ce qu'ils sont et qui va s'adapter au personnage, ou est-ce que vous cherchez quelqu'un qui va vraiment interpréter le personnage comme vous souhaitez qu'il soit? Mais en fait, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je considère la fiction comme un documentaire sur les acteurs. Alors, ça peut sembler bizarre dit comme ça, mais en fait, moi, je n'ai pas affaire à un personnage. J'écris un personnage. Le spectateur verra un personnage. Mais moi, quand je suis sur le plateau, j'ai affaire à une personne. Je parle avec la personne, je ne parle pas avec le personnage. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose de la personne, de l'acteur, l'actrice évidemment, qui a à voir avec ce que j'ai défini comme le personnage. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément la chose la plus visible, mais qui doit avoir à voir. Moi, je ne crois pas, je ne pense qu'on fait qu'avec ce qu'on est. Et moi, c'est comme ça que j'envisage la chose, hein, c'est mon petit bricolage à moi. Je ne fais qu'avec ce qu'est l'acteur. Donc, je fais avec ce qu'il est, avec son histoire, avec ce que je ressens, avec. Vous voyez, par exemple, dans Hors saison, il y a quelque chose, en fait, chez Guillaume Canet qui me touche, que je ressentais, et dont je peux parler parce qu'il en a déjà parlé dans les interviews. Donc, c'est quelque chose que j'ai entendu a posteriori, en fait, mais moi que je ressentais, c'est qu'en fait, j'étais touché par la tristesse de Guillaume Canet. Ça peut sembler bizarre parce qu'on a plutôt l'image d'un mec plutôt fun, assez marrant, et pas forcément, on n'y associerait pas forcément la tristesse. Et en fait, il le dit d'ailleurs, il dit mais je suis né triste. Et moi j'avais besoin de cette dimension, même si le film a quelque chose de qui n'est pas un film plombant du tout, mais j'avais besoin de cette mélancolie là, en fait, cette couleur là chez le personnage, parce que mon personnage est à un moment de sa vie où il va pas très bien. Donc en fait, en utilisant cette part-là de Guillaume, qui fait partie de sa structure, de son ADN, quoi. Eh ben, je saisis quelque chose qu'il n'a pas à jouer. En fait, il y a quelque chose qui lui appartient. Et j'ai tourné pas mal de films avec Vincent Lindon, et Vincent, je veux dire, il y a quelque chose de sa colère, il y a quelque chose de sa mélancolie, il y a quelque chose de ses enthousiasmes qui me va. Alors, il y a quand même une chose que je dois dire, c'est que ça soit un homme ou une femme, je suis obligé de constater qu'en fait, ils ont quelque chose de moi, où j'ai quelque chose de, en tout cas, dans les personnages que j'écris, il y a quelque chose d'une projection de moi-même. Alors, une projection plus ou moins fantasmée, c'est pas ma propre vie que je mets en scène, mais il y a quelque chose de moi que je mets,
et donc de mon émotionnel, donc de ma mélancolie, de mes enthousiasmes, de ma colère, de ma tristesse, de toutes ces émotions qui cohabitent en moi. Et l'acteur ou l'actrice que je vais choisir doit avoir quelque chose. Et en fait, c'est là où il y a un truc de reconnaissance. C'est-à-dire que quand je rencontre Vincent Lindon, je rencontre quelqu'un, je suis en affinité, en fait. Je suis même en fraternité avec ce gars-là. Parce qu'il y a quelque chose de lui qui est en résonance avec ce qu'il y a en moi. Et pareil pour Guillaume, mais pareil pour Alba Rohrwacher, qui joue dans Hors Saison, qui va sortir. Il y a quelque chose de la couleur d'Alba qu'à voir avec moi. Donc en fait, c'est des choses qui sont très ténues. Hein. Franchement, c'est pas des choses qu'on analyse vraiment. Mais il y a des gens vers qui je suis attiré. Il y a des gens, il y a des façons de jouer aussi qui m'intéressent. Et puis quelqu'un, je pourrais pas forcément dire que je tournerai jamais avec un tel ou une telle, parce que peut-être qu'à un moment, bah, il y a quelque chose qui résonnera, qui me sera utile, intéressant pour le film. Je sais pas en fait. C'est assez mystérieux. Hein. C'est assez mystérieux. Alors, il y a une chose particulière dans mon travail, c'est que je travaille depuis quelques années beaucoup avec des acteurs non professionnels. Donc, Guillaume, Alba, Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin, c'est des gens, des professionnels, donc c'est leur métier d'être acteur. C'est un métier extraordinaire, c'est un métier, c'est un vrai métier. Quoi. C'est pas juste, c'est complexe. Hein. C'est un métier, c'est comme on. Alors, ça n'a pas l'air de l'extérieur, parce qu'évidemment, un pianiste, il faut qu'il sache jouer du piano. Et tout le monde ne peut pas s'improviser joueur de piano, enfin pianiste. Hein. Alors qu'un acteur, bon ben en fait, il va jouer, il n'a pas d'instrument. L'instrument, c'est lui-même. Alors il y a cette chose singulière dans les acteurs non professionnels, monsieur et madame tout le monde. Alors j'en auditionne pour certains rôles, enfin des centaines. Je passe des petites annonces dans le journal. Et là, cette chose étonnante, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'aise devant la caméra, qui sont très naturels. Dans Hors Saison, il y a une dame qui joue. Donc les deux rôles principaux, c'est Guillaume et Alba. Il y a une dame qui a un rôle important. Donc c'est une dame qui a un certain âge. Lucette, elle s'appelle, Lucette Bedin. Ben, Lucette, en fait, c'est une dame qui habite à la campagne et que j'ai rencontrée il y a quelques années sur Une Vie. Elle faisait un tout petit truc, une quasi-figuration. C'était un tout petit truc qu'elle faisait. Mais cette femme vraiment m'avait fasciné par sa vérité, en fait. Hein. Et au moment où on cherchait une dame d'un certain âge pour le film, pour Hors Saison, même si on a tourné en Bretagne, je me souvenais de cette dame, Lucette, qui habite en Normandie. Et donc, je l'ai appelée et elle est venue faire des essais et elle était absolument formidable. Et elle a quelque chose, il y avait quelque chose chez elle qui. C'est pas en fait même que ça correspondait au personnage, parce que même chez les acteurs professionnels, des fois, bon, il y a un personnage qui est dessiné sur le papier, et c'est en rencontrant la personne que je me rends compte que ce qu'ils sont va être encore plus intéressant pour le film. Le personnage sera un peu en 3 dimensions, c'est-à-dire que tant qu'il est en papier, le personnage sur le papier, c'est en 2 dimensions. Et tout d'un coup, il y a des, vous rencontrez les gens, et tout d'un coup, le personnage prend de l'épaisseur. Voilà, acteur professionnel ou non professionnel. Et donc là, dans ce film, il n'y a pas beaucoup d'acteurs non professionnels, mais par exemple, En Guerre, dans La Loi du Marché, dans Un autre monde, Vincent Lindon est le seul acteur professionnel. Alors, dans Un autre monde, il y a Sandrine Kiberlin et Anthony Bajon aussi. Et tout le reste autour, c'est 100% d'acteurs non professionnels. Dans En Guerre et La Loi du Marché, c'est Vincent Lindon et 100% d'acteurs non professionnels autour de lui. Des gens qui, pour le coup, jouent globalement leur fonction. Donc, les ouvriers jouent des rôles d'ouvriers, les cadres jouent des rôles de cadres, les avocats des avocats aussi, parce que pour pas mal de professions, il y a un langage aussi, il y a une langue. Je parle des avocats, des cadres, etc. Ils ont une dialectique que j'ai intégrée dans le scénario, mais ils sont très à l'aise avec les mots de ces postes-là. Donc voilà. Alors après, pour finir là-dessus, je considère que tout ce que font les acteurs non professionnels, aucun acteur professionnel n'est globalement capable de le faire.
Mais tout ce que font les acteurs professionnels, aucun acteur non professionnel n'est capable de le faire. C'est-à-dire que je ne les prends pas pour les mêmes raisons. En fait, hein. Et ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas pour tous les rôles. Je ne confierai jamais le rôle qu'a fait Guillaume Canet ou Vincent Lindon ou Alba ou Sandrine à un acteur non professionnel. C'est impossible. C'est impossible de faire ce qu'il faut. Je pense que, enfin, à moins peut-être d'un casting où je verrais 7000 personnes, peut-être qu'il y a tout d'un coup une pépite quelque part, mais j'en suis pas certain, j'en doute. Et c'est formidable de bosser avec des interprètes comme ça qui sont quand même à un niveau de compétence, de travail qui est assez extraordinaire. Alors, on doit rajouter une chose. Que là, je donne des noms de gens qui sont très connus. Donc, il y a quand même une dimension quand on fait un film et qu'on va chercher l'argent pour le film. C'est la première question qu'on nous pose, c'est qui le casting? Alors, c'est pas pareil si vous arrivez avec Vincent Lindon ou Guillaume Canet ou des gens très connus comme ça, ou si vous arrivez avec des acteurs moins connus. Alors, évidemment, pour des gens de 18 ans, 19 ans, 20 ans, il y a peut-être très peu de gens très connus de cet âge-là. Et puis des gens de 40 ou 50 ans, il y en a quelques-uns, mais finalement, les gens qui sont les têtes d'affiche, il y en a assez peu, en fait. Donc, c'est eux qui concentrent les demandes. Donc, après, il faut essayer de se faire aussi leur donner envie, enfin, qu'ils aient envie de travailler avec vous. Alors, évidemment, hein, c'est pas du tout la même chose quand vous arrivez avec un tel ou un tel, hein, une telle ou une telle. Il y a des gens dont on dit qu'ils sont, c'est un terme du métier bankable. Donc ça veut dire qu'en fait, les financiers sont assez prompts à confier de l'argent pour certaines personnes. Alors, certains metteurs en scène, c'est certain, mais aussi certains acteurs. Alors c'est pareil, ça dépend du coût du film. C'est toujours pareil, si vous faites un film très peu cher, c'est assez facile à financer, même avec quelqu'un de moins connu. Après, est-ce qu'il est moins connu en étant bon ou est-ce qu'il est moins connu en n'étant pas très bon? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des très bons acteurs. Alors, on m'a jamais forcé. Voilà, on m'a jamais forcé à prendre Vincent Lindon ou Guillaume Canet. J'ai pris que des gens avec lesquels j'avais envie de tourner, toujours. C'est plutôt pas mal. Oui, Après, je fais des films qui sont aussi dans une économie. Alors, il se trouve que cette économie, alors c'est quand même des films qui coûtent un peu d'argent, mais c'est pas des films incroyablement chers. Donc, mais ils se font néanmoins avec des acteurs qui sont au cœur du système. Je suis dans le système. Hein. Je veux dire, je suis pas un pirate du système. Je suis à l'intérieur, mais je fais pas des films incroyablement chers. Donc la pression que j'ai sur les épaules, la pression financière, même si on a tous envie de faire des entrées quand le film sort, est moins prégnante que si je faisais des films à 15 millions d'euros où tout à coup il y a une pression colossale sur les épaules où il faut faire un minimum d'entrées, etc. Bon, après on a toujours envie de faire des entrées, ça c'est certain. J'imagine. Et d'ailleurs, par rapport à quand le film sort et que du coup vous faites un certain nombre d'entrées, enfin, c'est quoi parce que du coup, moi, je pense que je ne serai jamais à votre place pour juger de comment est-ce qu'on se sent quand le film sort. C'est quoi la première impression que vous avez quand vous voyez les gens sortir, vous dites, enfin, qu'est-ce que vous vous dites en fait quand les gens vont sortir? Est-ce qu'ils vont forcément aimer? Est-ce que vous êtes angoissé? Mais en fait, le truc, c'est que vous ne les voyez pas sortir. C'est-à-dire qu'à la différence du théâtre où vous êtes, mettons, l'acteur, il est sur scène et il a les retours de la salle, il sent si la salle accroche ou n'accroche pas. En fait, vous n'êtes pas dans la salle quand le film est projeté. Alors, vous y êtes quand dans la salle? Quand vous êtes dans un festival, vous êtes au milieu de la salle. C'est toujours particulier les festivals parce que quand vous êtes dans la salle, vous êtes quand même vous êtes stressé parce que vous êtes j'ai eu la chance d'être en compétition à Cannes plusieurs fois, en compétition à Venise plusieurs fois. En fait, vous êtes dans un état de stress quand même parce que ça joue gros quand même. Tout à coup, c'est une exposition mondiale du film. D'un coup, toute la presse du monde va commenter votre film. Donc, vous êtes dans un état pas forcément. Est-ce que vous êtes en acuité avec la salle? Un peu, mais en même temps dans un état un peu bizarre. Et puis, donc, quand est-ce que je vois le film avec du public? Bah,
la première projection publique que je fais, j'en ai fait une la semaine dernière d'hors-saison à Paris. C'était vraiment la première projection publique à Paris. Il avait été projeté à Venise en septembre, première projection publique, salle remplie il y a les gens de l'équipe, il y a des gens proches, il y a des gens, il y a quelques professionnels aussi du métier, puisqu'il se trouve qu'il y a quand même des proches qui sont aussi des professionnels. Et là, vous sentez la salle, vous sentez quand même si ça réagit. Après, avec un peu d'habitude et un peu d'honnêteté, vous sentez si les gens, quand ils vous disent quelque chose à la sortie, s'ils se forcent ou pas. Comme il y a toujours une réception après dans un bar, s'il y a beaucoup de monde, c'est que les gens n'ont pas forcément envie de vous éviter, donc c'est qu'ils sont plutôt contents d'être là, donc ils auront plutôt aimé. Donc c'est des petits signes comme ça. Mais en fait, vous voyez peu le film avec des gens. Alors après, c'est pas parce que votre film fera peu d'entrées que ça sera un mauvais film. Donc en fait, ce qui est très compliqué, c'est de ne pas se sentir désaimé ou pas aimé, vraiment personnellement, parce que le film n'a pas marché. En même temps, on ne va pas se cacher que c'est un moment extrêmement difficile parce que tout se joue vraiment dans le premier jour, les derniers. On scrute les chiffres du premier jour, même du premier horaire, du premier 14 heures. Donc en fait, tout le monde est aux aguets. Alors de temps en temps, il y a des choses assez étonnantes qui se passent avec des films qui tout à coup démarrent mollement puis qui s'enflamment un peu. C'est rarissime. C'est rarissime. En fait, dès que ça démarre, en fait, ça donne une couleur. Bon, on attend un peu le week-end pour voir si la couleur se vérifie ou si ça augmente ou si ça descend. Après, les dés sont jetés, en fait. Ce qui est terrible, en fait, c'est qu'un travail colossal, en fait, qui a pu prendre 1 an et demi, 2 ans et demi, les dés sont jetés en quelques heures, quelques jours, en fait. C'est assez douloureux, quoi. C'est assez vertigineux. Alors parfois, quand ça marche, c'est formidable. Hein. C'est assez formidable. Mais j'ai envie de dire que c'est autant il ne faut pas penser qu'on ne vous aime pas personnellement quand ça marche pas, autant il ne faut pas penser qu'on vous adore personnellement quand ça marche. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'on y met beaucoup d'affect personnel parce que c'est quelque chose qui sort de vous, que vous avez porté. Mais pour autant, ça n'a pas à voir avec de l'amour en fait des gens. En fait, c'est que votre travail peut avoir plu, mais votre personne n'est pas vraiment concernée. Oui. Et je dirais même un acteur en fait. Alors c'est plus compliqué parce qu'ils sont très exposés, c'est leur personne qui est exposée. Moi, c'est mon travail, c'est pas ma gueule. Mais il y a beaucoup de confusion entre le succès et l'amour, entre le non-succès et le désamour. Mais c'est quand même des métiers où on s'expose, où on propose quelque chose. Et même avant le public, il y a aussi la presse. Hein, comment la presse réagit à votre travail, ça peut être d'une violence parfois extrême, quoi. Extrême. Des mots, des fois, ça peuvent être d'une brutalité incroyable, incroyable. Pas tout le temps, mais ça peut arriver tout à coup, des choses qui sont dites. Des mecs qui ne vont même pas avoir vraiment avec le travail. Hein, je sais pas, il y a des choses des fois qui sont pour un bon mot, pour une phrase un peu cinglante. Hein. Non, c'est pas. Après, personne nous oblige à faire ça, donc on ne va pas se plaindre. On n'a pas un pistolet sur la tête pour dire sors ton film, fais un film. Et, donc à un moment, ça va. J'ai envie de dire, c'est des problèmes de riches quand même, quoi. C'est vrai que, enfin, quand vous dites que la presse n'est pas forcément tendre, effectivement, je me souviens des critiques, bah, justement, qu'avait Guillaume Canet quand le dernier Astérix est sorti. Il s'est ramassé pas mal de choses quand même. Donc je me dis, il faut avoir les épaules assez solides. Non, non, et même avec beaucoup de bouteilles, beaucoup d'expérience, c'est quand même quelque chose. On n'est jamais blindé sur ça. On n'est jamais blindé parce que on est des êtres humains, quoi. Donc on n'est jamais blindé. Les gens qui disent qu'ils n'en ont rien à foutre, ouais, je C'est suis des pas sûr. mineurs. Je sais pas. Alors on faut trouver quand même une façon de se protéger sans être complètement derrière un grand mur. Mais c'est pas que simple, hein. C'est pas que simple à gérer ça. C'est pas que simple. C'est sûr. Et du coup, selon vous, ce serait quoi la consécration ultime dans votre métier?
Et ça, c'est une notion très éminemment subjective, en fait. C'est-à-dire que faire toute sa vie les films qu'on a envie de faire, sans aucune contrainte, ni de casting, ni de sujet, ni de quoi que ce soit, ni de durée, ni de... C'est quand même c'est formidable de pouvoir faire ça. Donc c'est quand même... c'est énorme. Donc ensuite, quand vous pouvez faire ça, bah, vous vous dites, bah, j'ai envie de faire des grands festivals, parce que des grands festivals, ça permet d'avoir une exposition. Et il y a quand même un truc, c'est que il y a plein de gens qui vous trouvent des qualités parce que vous avez eu un César, ou parce qu'un festival vous a pris, ou parce que vous avez eu un prix dans un festival. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément de grand avis personnel. Et donc, leur avis va être énormément influencé par l'avis général. Et si l'avis général, c'est, ou par exemple, vous avez eu des Césars, d'un coup, on peut vous prêter des qualités que je ne sais pas si, enfin, en tout cas, vous en avez eu suffisamment pour décrocher ces récompenses. Mais c'est pas quelque chose de forcément super subjectif, mais à l'intérieur du métier, ça peut être très objectif. Ah bah il a eu 3 Césars, 5 Césars, c'est formidable, il a du talent. Bon, on sait qu'il y a eu quand même des films qui ont eu plein de Césars qui ne sont pas forcément, enfin, de mon point de vue, des très grands films, et puis des films qui n'ont rien eu, qui sont des films qui restent très 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 longtemps. Donc l'histoire est jonchée de films. Je ne parle même pas de films maudits, parce qu'il y a de très très grands films maudits et qui sont des films qui sont restés dans l'histoire et qui sont passés sous les radars à l'époque où ils sont sortis. Mais c'est pareil dans toutes les professions artistiques, hein, des peintres incroyablement successful à leur époque et qui finalement à l'arrivée, l'histoire ne les retient pas. C'est comme le cinéma, il y a des gens qui s'inscrivent dans une époque et puis qui ne tiennent pas la distance, et puis des gens finalement qui étaient un peu sous les radars. Voilà, ils ont fait leur travail. Et puis finalement, le temps fait que les films restent, parce que c'est des très bons films. Et puis, je parle même pas de gens qui sont un peu en avance sur leur époque. Voilà, donc les consécrations, elles sont, la notion de consécration, elles sont multiples, mais en tout cas de pouvoir faire son travail toute sa vie avec les meilleurs acteurs qui travaillent, être considéré, que son travail soit considéré, c'est formidable. Alors c'est sûr que c'est génial d'aller dans les grands festivals, c'est génial d'avoir les prix, ça fait toujours plaisir. Il y a un petit côté quand même bon point. Alors il y a un truc qui rassure l'ego, ça fait plaisir à l'ego, mais en fait c'est aussi beaucoup parce que notre système marche comme ça, c'est-à-dire qu'il y a cette expression qui dit on prête qu'aux riches. Bah, c'est pas faux en fait. C'est-à-dire que si vous êtes en lumière, on va avoir tendance à avoir envie de vous aider encore plus. Bon, ben voilà, faut être dans cet équilibre-là, mais toujours enfin pour moi, en gardant son cap personnel, son cap intime. Qu'est-ce que je veux vraiment raconter Et pour moi, ça, c'est vraiment très important. Mais je sais que cette question, elle est subjective parce que je la pose quasiment à chaque personne que j'interviewe et les réponses sont tellement variées, ça me fait beaucoup Bien sourire. sûr. Par exemple, j'ai un humoriste à qui j'ai posé la question. Il m'a dit: «Je m'en fiche en fait d'être reconnu, je veux juste gagner suffisamment bien ma vie pour pouvoir partir faire le tour du monde avec ma femme et mes enfants». J'ai trouvé que c'était une réponse magnifique. C'était qui? C'était Ben du duo Gilenma et Ben. D'accord. Alors après, alors c'est une. Pourquoi pas, mais en fait, tout ça est vraiment, et vous avez raison, c'est très subjectif. Il ne peut pas y avoir de réponse définitive. Moi, en fait, je m'en fous de faire le tour du monde, en fait, hein. Ça m'intéresse assez peu. En fait, toute ma vie, moi, est concentrée dans mon désir de faire des films. Alors, ça peut paraître assez pauvre, en fait, hein. Mais en fait, les voyages que je fais, les rencontres que je fais, parce que je rencontre beaucoup de gens qui m'expliquent leur vie de travail, etc., pour comprendre, pour pouvoir analyser et écrire. En fait, c'est des voyages qui, pour moi, valent tous les voyages. C'est-à-dire que partir à l'autre bout du monde pour
Alors, des fois, on part à l'autre bout du monde sans rencontrer personne, hein, parce qu'on va dans un club de vacances et on rencontre personne. Ou alors des mecs qui habitent la rue d'à côté. Et ça, bon, pourquoi pas, ça peut être pas désagréable d'aller dans un joli endroit, etc. Mais rencontrer les personnes qui habitent à côté de chez nous, mais qui sont dans un monde que moi, dans lequel je ne vis pas. Moi, mon monde, ma vie, c'est je suis dans un bureau, vous êtes dans mon bureau, enfin, j'écris. C'est ça ma vie, en fait. Hein. Donc, en fait, alors, j'ai une expérience sociale et professionnelle à un endroit, mais c'est quoi la vie, en fait, d'un chômeur de longue durée? C'est quoi ses inquiétudes? Qu'est-ce qu'il a en tête? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Moi, j'ai rencontré des gars, quand j'ai écrit La loi du marché, qui m'ont raconté des choses de leur intimité. Pour moi, ça vaut très largement d'avoir rencontré un gars à l'autre bout du monde qui va me raconter sa vie de pêcheur. Très bien, pourquoi pas, mais bon, d'une part, il y a le problème de la langue, parfois, qui fait quand même un filtre. Moi, c'est ça, ces voyages-là, ces rencontres-là, ces voyages aussi dans notre propre monde, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Moi, c'est quelque chose qui me fascine totalement. Voilà, c'est ma façon à moi de réussir ma vie, puisque vous posiez la question, c'est-à-dire de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre cette énigme aussi, d'essayer petit à petit de comprendre, tenter de comprendre des bouts de cette énigme du vivant, en fait, du lien aussi à l'autre. Voilà, c'est cette quête-là pour moi qui est vraiment très essentielle, qui me remplit, en fait. Et c'est plutôt une belle réponse aussi. Très longue, mais Mais, parfois, je sais pas faire des faut réponses courtes. mais c'est pas grave, ça me va très bien aussi. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez cliquer juste ici. Et pour vous abonner, ce sera juste en dessous. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Au revoir.